dans sa composition de la cigarette des années 30. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés. On va poursuivre nos échanges, si vous le voulez bien, avec des médecins, des scientifiques, des fumeurs, des consommateurs qui vont nous raconter leur histoire et nous expliquer comment ils font face, notamment avec ces alternatives nicotiniques et ce qu'ils pensent de ces alternatives nicotiniques. À ma gauche, Norbert Neuvy, bonjour et bienvenue. Alors vous êtes entrepreneur et vous avez créé une plateforme qui s'appelle Nicotine World qui a pour but d'éduquer le fumeur sur le sujet de la nicotine dans le but d'accompagner justement les fumeurs vers une vie sans tabac. Vous allez nous raconter votre histoire et l'objectif de Nicotine World dans quelques instants. Elie Abou, vous êtes cardiologue à Montpellier, ancien député. Votre regard de médecin et de personnalité politique va nous éclairer. Iman Kandili, bonjour et bienvenue. On est ravis que vous soyez avec nous. Vous êtes psychiatre, addictologue. Vous avez un parcours vraiment passionnant. Vous dirigez l'unité de psychiatrie et de psychothérapie de l'hôpital. Je vous laisse... Je vous laisse donner le nom de l'hôpital parce que j'arrive pas à le prononcer. Donc à Casa. Vous avez fondé le Casablanca Psychiatric Center qui est dédié à la santé mentale. Vous êtes spécialiste des addictions et donc ça va nous permettre de parler des addictions au sens large liées aux substances telles que le tabac, l'alcool, les substances psychoactives dont va nous parler Nicolas d'ailleurs et les addictions comportementales. Et vous êtes, je précise, présidente de l'association African Global Health qui promeut la santé publique à l'échelle continentale. Et ça va être très intéressant d'avoir justement votre regard sur tout le continent africain. Hervé Taragano, vous êtes chirurgien dentiste, praticien hospitalier aux hôpitaux de Paris et maître de conférence à l'université Paris-Denis Diderot et vous avez plusieurs diplômes universitaires dont un en tabacologie, c'est ce qui nous intéresse. Et enfin, Nicolas Barsotti, quelle table ronde. Vous êtes tout simplement un consommateur, un fumeur. On va vous donner le micro en premier. J'aimerais bien que vous nous racontiez d'abord, sous forme de keynote, qu'est-ce que c'est votre histoire. Vous êtes un fumeur un peu particulier. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Comment est-ce que vous en êtes sorti, entre guillemets? Et après, tout au long de cette table ronde, je vous invite à prendre la parole et à ponctuer les... On écoute Nicolas, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Alors, ma première expérience avec la nicotine, j'étais jeune, j'avais 18 ans. Les premières sorties, mais aussi le travail. Après, alors moi je suis de l'hôtellerie-restauration, donc après un shift dans un restaurant où on a bien bougé, un petit verre, soit de bière ou de vin et une petite cigarette. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai fait ma rencontre avec la nicotine et notamment le tabac. J'ai voyagé un petit peu partout en Europe et j'ai passé un peu plus de 2 ans en Suède quand j'avais donc entre mes 19 et 21 ans. Et alors j'étais fumeur, je fumais pas mal, entre 10 et 20 cigarettes, tout dépendait un petit peu les moments. Et lorsque je suis arrivé en Suède, il y a eu cette attitude envers moi, comme si j'étais un peu un pestiféré. La cigarette, ça sent mauvais, il y a de la fumée. Alors que nous, en France, c'était totalement accepté. Je me souviens, on fumait encore dans les transports. Alors je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, mais vous ne l'avez pas connu, mais ça fumait même dans les avions, à l'arrière de l'avion, ça fumait dans les trains, ça fumait dans les bars, les restaurants. Donc c'était culturellement complètement acceptable, ce qui n'était pas du tout en Suède. Un soir d'un mois de décembre, j'ai franchement la flemme de sortir pour aller fumer ma cigarette. Et en plus, il fallait savoir aussi que la cigarette coûtait très très cher en Suède, beaucoup plus cher qu'en France à l'époque. Et tous mes collègues de travail, eux, prenaient un produit que je ne connaissais pas qui s'appelle le snus. Alors le snus, c'est un petit sachet de nicotine. Alors même à l'époque, moi quand je suis arrivé, c'était même pas en portion, c'était même pas dans les sachets. C'était vraiment du tabac à priser qu'on roulait, on faisait en petites boules, qu'on collait comme ça, comme un sachet de nicotine, entre la lèvre et la gencive. Alors bon, franchement, c'était pas très joli parce que ça coulait, on en avait partout, fallait qu'on crache un petit peu quand il y avait du surplus. Mais la même année est sorti le snus en portion de General Göteborg, je m'en rappelle très très bien d'ailleurs. Et là, ça a été une petite révolution parce que du coup, ça coulait plus, il n'y avait plus besoin de cracher. Et le gros avantage, c'est qu'on pouvait avoir sa petite dose de nicotine un petit peu partout, dans les restaurants, dans les clubs, mais également au travail, dans l'avion.
Donc ça a été quand même une découverte assez intéressante. J'ai continué à fumer un petit peu, mais très rapidement, la combustion, l'odeur, ça a commencé un petit peu à me dégoûter finalement. Donc je suis resté avec ce produit-là. Je suis retourné en France et là, impossible de trouver du snus. Pour le coup, ça n'existait pas. Aucune alternative, il n'y avait rien du tout. Donc j'ai repris un petit peu la cigarette. Même à un moment où j'ai repris pas mal la cigarette. Je me rappelle en 2005, très exactement. Et les joies d'Internet, j'ai pu acheter en fait mes petites portions de snus directement sur un site en Suède. Alors j'étais très content, donc je me faisais livrer directement de la Suède mes produits. Et là, concrètement et physiquement, je me sentais mieux. Beaucoup moins essoufflé, pas la toux le matin. Même je sentais que ma peau avait changé un petit peu. Alors je ne sais pas si c'est une légende, mais réellement je sentais vraiment cet effet bénéfique. J'ai pu donc acheter mon snus en Suède jusque dans les années 2015, il me semble. Et puis là, il y a eu cette interdiction totale. C'est-à-dire que même les producteurs en Suède ont arrêté de distribuer. Alors, les sites existaient toujours, mais si on était localisé en France ou en Italie, on ne pouvait plus acheter son snus. Et là, super belle découverte. J'ai découvert les nicotine push, donc qui était une super bonne alternative. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas du tout de tabac dedans. Et c'est comme ça que je suis devenu consommateur donc des sachets de nicotine. Alors, entre-temps, parce que dans la famille, j'ai beaucoup de personnes qui sont très addictes, dont mon père qui fumait plus de 2 paquets par jour. Qui a fait aussi 3 arrêts cardiaques au passage, pour le coup. Et là, mon père me dit tiens, prends des chewing-gums, mets-toi un patch. Et franchement, rien du tout, aucun effet. Pourtant, j'étais sur du 10 mg, rien. En fait, je suis passé complètement à côté. Du coup, j'ai repris la cigarette. Et là, donc, les petits sachets de nicotine ont réellement aidé à totalement sortir de la cigarette. Alors, j'avoue, de temps en temps, assez rarement, ça doit se compter sur les doigts de la main dans le mois, ça m'arrive encore de prendre une cigarette, surtout accompagnée d'un verre d'alcool, en fait. Donc voilà, je pense que la consommation de cigarettes et d'alcool est assez liée, en fait. Mais sinon, je suis complètement sorti de ce produit avec la combustion, la fumée de partout, ça sent mauvais. Et maintenant, j'ai ma petite alternative. Alors, la nicotine, oui, je pense que je suis addict pour le coup, mais c'est quelque chose qui se contrôle assez facilement parce que surtout en plus avec les nicotines push, on a exactement le grammage de nicotine dans chaque sachet. Donc ça m'arrive de passer du 14 mg à 8 mg ou 4 mg, ça dépend un petit peu. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple en fait à utiliser. Et je dois avouer, alors on parle beaucoup du fait que la nicotine, ça rend addict. Mais il y a aussi quelques avantages à la nicotine. Moi, j'ai plutôt tendance à le TDAH et la nicotine m'apaise réellement, m'aide à la concentration. Et on le voit aussi avec les sportifs. D'ailleurs, beaucoup les sportifs suédois et même le hockey, d'ailleurs, dans le monde, le monde du hockey, où ce produit, les nicotine push ou le snus en Europe du Nord est beaucoup utilisé parce qu'il aide justement un petit peu à la performance sportive. Et je voulais aussi dire autre chose par rapport au snus. Donc, il n'est pas légal qu'en Suède. Vous pouvez aussi le retrouver au Danemark, en Norvège, en Finlande et en Islande. C'est vraiment scandinave en fait. C'est vraiment un produit scandinave. Donc voilà un petit peu ma relation à la nicotine depuis plus de 25 ans maintenant. Et je dois avouer que je suis très fan des nicotine push parce que on a sa petite dose de nicotine qu'on arrive à contrôler, à mesurer. N'importe où, dans les transports, au travail, alors que moi, tous mes collègues qui fument, c'est interdit de fumer au travail. Merci beaucoup pour ce témoignage. Vous restez avec nous, évidemment. Norbert Neuvy, je le disais en introduction, l'objectif de Nicotine World, c'est d'accompagner les fumeurs vers une vie sans tabac. Ça veut dire que pour vous, il est impératif d'arrêter de fumer ? Et pourquoi ? Alors moi, tout est venu de mon parcours personnel puisque, comme Nicolas, je suis un ancien gros fumeur. Je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Lors d'un voyage, j'ai fait
j'ai fait la rencontre de la cigarette électronique qui, à l'époque, c'était fin 2008, ressemblait à une cigarette, une vraie cigarette avec un faux filtre en plastique dans lequel il y avait une petite bourre avec peut-être 1 ou 2 gouttes de liquide à l'intérieur. Et c'était vendu, chaque cartouche était vendue pour être l'équivalent d'un paquet de clopes. Je me suis vite rendu compte que c'était pas vrai. Mais en attendant, en 3 jours, j'ai réussi à switcher de mes cigarettes à cette cigarette électronique. Alors que tous les matins, j'avais un perroquet à l'époque. Dès que je mettais le pied par terre, il toussait avant moi, il crachait des glaires avant moi. Et je savais de toute façon que c'était très mauvais pour ma santé. J'avais essayé plein de solutions différentes, des chewing-gums, des patchs, toutes les solutions qui étaient possibles d'avoir et de trouver, notamment en pharmacie. J'ai pas essayé l'acupuncture ni l'hypnose. J'aurais peut-être pu essayer aussi, mais j'ai pas été tenté par ces solutions-là. Et quand je suis tombé sur cette cigarette électronique, je l'ai adoptée, peut-être parce que c'était un gadget, peut-être parce que ça me permettait de conserver ma gestuelle aussi, qui est quelque chose, je pense, d'important pour les fumeurs. Et les filles s'amusaient même dans la voiture en voyage à me dire, parce que je leur demandais si ça les dérangeait pas. Je fumais pas avec elles en voiture, mais là, comme je me permettais de vapoter, elle me disait mais non papa, tiens là tu fumes du café ou là tu fumes de la menthe. Et elle me disait on préfère que tu fumes ça, au moins je pense que ça te fait moins mal que ta cigarette. Revenu en France, j'allais dans un restaurant et l'interdiction de fumer était arrivée depuis 1 an en France et tous ceux qui me voyaient utiliser ça dans le resto étaient choqués et j'étais obligé de leur expliquer que non, c'était une cigarette électronique et que c'était de la vapeur. Et de là, il y avait plein de questions qui émanaient de ces personnes-là qui étaient fumeurs, parce qu'on a tous des fumeurs dans notre entourage. Il y a énormément de fumeurs qui cherchent aussi à trouver des solutions qui peuvent leur permettre de quitter cette addiction au tabac, me demandant où est-ce qu'ils pouvaient s'en procurer. Et alors là, j'étais incapable de leur répondre. C'était le début d'Internet, mais moi, j'étais pas un féru. Et pour des amis proches, j'ai essayé de leur procurer des cigarettes électroniques. J'étais prothésiste dentaire à l'époque et ils venaient, je leur vendais un petit kit, je leur expliquais pendant 1 heure comment ça fonctionnait. Et ils étaient tout heureux avec ça. Et après, ils venaient récupérer des recharges ou du liquide. Et quand ça a été des amis qui sont venus, ou des copains à eux, là je me suis dit, le bon samaritain, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc j'ai créé ma première société qui s'appelait Liberté de fumer. Ça c'était en avril 2009. Et le début de l'aventure est parti de là en fait. En 2012, j'ai créé la marque Délice parce que je commercialisais essentiellement des produits chinois, des Kang, où on n'avait aucune traçabilité. Que moi, je les vape, c'était pas problématique, mais qu'une clientèle qui venait me voir achète ces produits sans que je sache exactement quels étaient les composants qui étaient à l'intérieur, ça me dérangeait. Et en 2012, je me suis mis en quête de produire mes propres liquides pour ma boutique. Et c'est comme ça qu'est née la marque Délice. Ensuite, ça a été l'essor des boutiques, des magasins de cigarettes électroniques en 2013. La cigarette électronique a été vraiment démocratisée, notamment par les médias. Ce qui a permis l'essor de la cigarette électronique et que l'on connaît encore aujourd'hui en France. Et il y a quelques années, il y a 5 ans de ça, je me suis intéressé notamment avec Jean-François, avec qui on travaille, à un nouveau produit qui était nordique, celui-ci, et qui était les sachets de nicotine. On ne savait absolument pas ce que c'était et pendant 6 mois, pratiquement 1 an, on a contacté différents fabricants, on a importé des produits, on les a testés, on a essayé de comprendre comment ça fonctionnait. C'est un produit qui est un petit peu technique parce qu'il y a des produits qui sont secs, d'autres qui sont humides, il y a des grammages de nicotine qui sont différents et on ne commence pas à consommer
les sachets de nicotine comme on consomme du liquide pour cigarette électronique. Quand on vient de la cigarette, on va commencer par un dosage assez fort de nicotine, alors que pour les sachets de nicotine, ça va être l'inverse. On va commencer par du 1,5 mg, du 4 mg, de manière à ce que l'expérience soit positive pour le consommateur. Parce que lorsqu'on met un sachet de nicotine entre la lèvre et la gencive, il y a un petit picotement qui peut être ultra désagréable si on prend un taux de nicotine trop important. Et de là, on s'est posé une question aussi qui était, aujourd'hui, la nicotine est décriée, la vape est décriée, les sachets de nicotine demain seront décriés. De toute façon, tous les produits connexes au tabac et les alternatives qui peuvent apporter des solutions aux fumeurs sont décriés. On est toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et il y avait un gros amalgame qui existait, qui était que tout le monde pensait que la nicotine était cancérigène. Sauf que ça n'est absolument pas vrai. Et c'est pour ça qu'avec Jean-François, on s'est mis en quête d'essayer de créer une plateforme où on pourrait donner justement la parole à des addictologues, à des professionnels de la santé, à des professionnels du secteur, mais également pouvoir avoir une information cohérente pour les médias et que l'on puisse aller chercher des informations qui sont vraiment réelles sur la nicotine. Merci beaucoup. Avant d'entrer dans le détail des alternatives nicotiniques, je voudrais déjà donner la parole à tout le monde et vraiment faire un point sur cette dangerosité du tabac. C'est la première question pour les 3 personnes qui n'ont pas encore pris la parole. Elie Abou, vous, en tant que cardiologue, jugez-vous le tabac dangereux, très dangereux? Sur quels chiffres, sur quelles études vous appuyez-vous? Est-ce qu'il y a plus fort que très dangereux? Extrêmement dangereux. Bien sûr, parce que je pense qu'il y a une notion, ça a été dit par M. le Premier ministre et par Olivier Véran, le mot combustion. Je pense qu'il faut s'arrêter un tout petit peu. Je ne veux pas faire un cours de médecine. Arrêtez-vous parce qu'on ne sait pas arrêter. Voilà. Donc, mais on va s'arrêter un peu parce que de quoi il s'agit. En fait, quand on fume, il y a des substances toxiques libérées à cause de cette combustion. Résumé, il y a des goudrons, monoxyde de carbone, pour les artères, sur l'appareil cardiovasculaire. Et il y a des substances cancérigènes, il y a des milliers, mais surtout l'arsenic, le benzène et tout cela. Bon, de quoi il s'agit? Le CO, quand il est libéré dans le sang, et les goudrons, vont générer une petite inflammation au niveau de la paroi de l'artère, ce qu'on appelle l'intima. Donc, c'est la paroi qui tapisse l'artère. Donc, il y a une lésion, et par la suite, vous savez, on a le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais cholestérol. Et immédiatement, ce mauvais cholestérol va venir se fixer sur cette petite paroi qui est inflammée et qui est un peu lésée. Et à partir de là, l'organisme se défend. Il se défend comment? Il envoie des cellules qu'on appelle macrophages, je ne rentre pas dans les détails, et petit à petit, ces cellules vont grossir, ils vont absorber ces substrats, et petit à petit, ils vont complètement boucher l'artère. Et c'est ça qui est dangereux au niveau cardiovasculaire, parce que ça dépend de quel organe on parle. Ça touche le cœur, ça touche le système nerveux, ça touche les reins, enfin, tous les organes nobles de l'organisme. Ça, c'est sur le plan cardiovasculaire. Sur le plan du cancer, on sait aujourd'hui que ces substances libérées par la combustion, je répète, la combustion du tabac, vont altérer l'ADN des cellules. Donc, en altérant l'ADN, ils vont générer des mutations. Et ces mutations-là vont provoquer aussi la formation d'une néoplasie, d'un cancer, plus les radicaux libres oxydés qui vont générer une inflammation globale. Et voilà, le cancer va se développer. Pour répondre à votre question, pardon pour cette... voilà. Et tout cela n'existe pas avec la nicotine. La nicotine, les seuls effets, parce qu'il faut quand même le dire, les seuls micro-effets qu'ils ont, c'est une légère tachycardie et une légère augmentation de la pression artérielle. Donc, tous ces effets délétères sur la morbidité, mortalité cardiovasculaire et sur le cancer n'existent pas
avec la nicotine. Les études, il y a des milliers. On va citer surtout les méta-analyses. L'étude la plus longue a été faite par les Britanniques sur un demi-siècle. 50 ans d'études avec 54 000 médecins. Et ces études ont démontré qu'il y a une baisse de 10 ans de la survie chez les patients tabagiques. Là où il faut dire surtout, parce qu'on n'a pas parlé de ça, sur la notion de la réversibilité. Un tabagique qui arrête le tabac pendant 1 an, il a 50% de chance, enfin de moins de risque de faire un infarctus du myocarde. C'est un chiffre à retenir. 50% de moins après 1 année d'arrêt. Après 10 à 15 années d'arrêt, c'est pratiquement, je dirais, le même coefficient que chez les non-tabagiques. Donc, il y a l'OMS qui a fait des études, les 8 millions de morts. Il y a des études intéressantes dans pas des études, des méta-analyses, parce que des études, il y a des milliers qui montrent effectivement la dangerosité du tabac. Merci, c'était extrêmement clair. Peut-être, je vais donner la parole à Ayman. Quel est votre regard sur la dangerosité du tabac et qu'est-ce que vous observez au Maroc et dans le continent africain sur ce sujet ? Alors, je vous remercie. Alors, je suis psychiatre addictologue, donc mon regard sur le tabac, à l'instar de mon collègue cardiologue qui en parle encore mieux que moi d'un point de vue organique, c'est extrêmement dangereux. Maintenant, la réalité, je citerai Pascal, l'homme est grand parce qu'il est misérable. Nous n'empêcherons pas l'addiction de battre son plein dans certaines populations avec diverses fragilités d'un point de vue biopsychosocial. Donc là, la réalité est là. Maintenant, si on vient à regarder d'un point de vue africain ou marocain, il faut, ou même sud-américain ou en Asie, parce qu'il y a ce sud-là où vous retrouvez 60 jusqu'à 70% de jeunes de moins de 25 ans. Donc le paradigme pyramide démographique est différent en matière de politique publique ou de politique de santé publique. Il est extrêmement important d'aller, comme a dit M. Olivier Véran tout à l'heure, sur l'éducation à la santé, mais particulièrement sur la réduction des risques. En matière de réduction des risques, alors au Maroc et en Afrique, je vais quand même préciser, en plein Covid, nous avons écrit avec 26 collègues le manifeste pour la réduction des risques qui avait été lancé avec le Washington Post en 2021. Puis par la suite, il y a eu la première conférence africaine sur la réduction des risques en santé en 2022 et la déclaration de Marrakech, donc sur tout ce qui est réduction des risques en santé, incluant justement le tabac et le sucre, les two serial killers cités par l'OMS en 2030, donc en réunissant 60 pays. Par la suite est arrivée en 2023 la deuxième déclaration, pareil, dans le même sens, mettant la santé et la réduction des risques comme politique publique au sens large. D'ailleurs, c'est une notion que j'ai eu le plaisir de partager à Davos en janvier dernier. La santé étant aujourd'hui pivot de la sécurité mondiale et de la diplomatie mondiale en post-Covid, il est extrêmement important de pouvoir regarder les réalités de la gestion du Covid selon un nouveau paradigme qui est la réduction des risques en santé. Donc cette réduction des risques inclut de manière environnementale obligatoirement le tabac, comme inclut le sucre, comme inclut les changements climatiques, comme elle inclut les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle, comme elle inclut la dimension sécuritaire, la sécurité alimentaire, la gestion de l'eau, etc. Donc nous sommes dans quelque chose qui est global. Alors, juste pour dire que nous travaillons avec... parce que lors de la deuxième conférence, il faut savoir qu'il y a eu 84 pays, donc dans des pays du Nord, tous les pays africains, mais aussi du Sud, le Japon étant très présent avec son ministre de la Santé et des Affaires étrangères à ce moment-là. Et donc le travail sur la charte, sur la réduction des risques internationale, et cette troisième conférence qui arrive au mois de novembre, dont une autre en Indonésie au mois de septembre. Donc ce paradigme de vouloir sortir en fait la réduction des risques en tabacologie, de la réduction des risques en général, c'est quelque chose d'extrêmement émotionnel pour certains décideurs en matière de santé. Parce que la réalité, c'est que le tabac en fait partie et que, obligatoirement, nous devons appréhender de manière différente les politiques de santé publique concernant le tabac. Hervé, je vais juste je vais souligner, parce que alors j'étais présente à l'Assemblée nationale l'an dernier pour parler justement de la deuxième conférence ici à Paris. Et je trouve très, très émotionnel, parce que la France reste sur des difficultés émotionnelles en ce qui concerne la réduction des risques tabac.
Et voilà, alors que les impératifs aujourd'hui devraient nous faire voir les choses de manière plus pragmatique. C'est le sujet depuis ce matin, malheureusement. Hervé Taragano, Iman le disait à l'instant, l'OMS a désigné le tabac et le sucre comme deux des silent killers à surveiller de près à horizon 2030. L'OMS est-elle trop alarmiste, selon vous? Qu'est-ce que vous observez? Le sucre, ça vous parle aussi? Non, tout me parle. Je ne sais pas si vous m'entendez, oui. J'aurais juste, pour tous les chiffres et l'expérience de chacun, je pense que chacun a son expérience du tabac et c'est pas même vraiment le sujet aujourd'hui. Moi, je voudrais dire, on parle de francophone sur la nicotine aujourd'hui et comme le faisait rappeler Élie, le vrai débat aujourd'hui, c'est est-ce que la nicotine est une vraie alternative thérapeutique à l'usage du tabac? Et en fait, oui aujourd'hui. Et juste sur les dangers. Sur les dangers, je vais en revenir. Le silent killer dont on parle, en fait, c'est les 3 éléments, c'est le tabac, c'est le sucre et c'est les produits alimentaires qui sont dégradés. Et c'est ces 3 éléments-là qu'on puisse transformer. Et en fait, aujourd'hui, on sait que le sucre, tout à l'heure on en a parlé, est extrêmement mauvais. On sait que le tabac est extrêmement mauvais. Et on sait que tous les aliments transformés étaient mauvais. Quand on revient dans l'histoire, il y a un médecin qui s'appelait Hippocrate, qui n'était pas médecin, mais qui était médecin quand même, qui disait déjà à l'époque que le mal du siècle, c'était la malbouffe. Et aujourd'hui, on le sait. On le sait avec vérité. On sait qu'on a toujours mangé du sucre dans la nature, mais c'est la transformation qu'on va en faire qui est mauvaise aujourd'hui. Donc on sait, et c'est un acquis, il y a 7500 morts par jour, vous oubliez des chiffres, en Europe. Donc ça fait 2,4 millions par mois en Europe, qui sont responsables de 1/4 de la mortalité dans le monde, en Europe, en relation avec ces silent killers. Voilà, j'ai répondu à la question et aux chiffres. Je reviens vers vous, Iman, parce que j'aimerais qu'on rentre dans le détail de ce que vous observez au Maroc. Et merci d'être là aujourd'hui pour nous faire ce tour d'horizon. Je rappelle que vous vous occupez de patients qui souffrent de troubles mentaux. Qu'est-ce que vous observez? Quelle est la situation en matière d'addiction et plus spécialement au tabac? Comment est-ce que vous voyez l'addiction au tabac par rapport aux autres addictions au Maroc? Très important. L'addiction au tabac va toujours arriver en premier, quel que soit le pays dans le monde. Ça va arriver, on a le tabac, on a l'alcool, et en fonction des pays, en fonction de la culture particulièrement qui est un déterminant, vous allez avoir le cannabis en deuxième lieu ou l'alcool en deuxième lieu. Donc, et puis les autres vont arriver, la nicotine étant quand même, d'un point de vue addictogène, le produit le plus addictogène d'un point de vue cérébral sur le système de récompense, donc beaucoup plus que la cocaïne ou autre. Voilà, c'est quelque chose de très important. Donc, quitte à tomber du 3e étage, c'est quand même plus sympa avec les produits de substitution que du 60e. Donc, il est extrêmement difficile, en fait, d'arrêter complètement le tabac. C'est une réalité aujourd'hui. Alors, j'ai occupé plusieurs postes. Donc, en effet, d'un point de vue pratique privée, nous avons ouvert plusieurs centres d'addictologie, donc ce qu'on appelle addictologie et pathologie associée, en dehors des centres de santé mentale. Depuis 2016, en fait, les produits de substitution nicotinique sont proposés aux patients en cours de sevrage. Ils sont proposés également en unité psychiatrique privée. Donc, que ce soit la cigarette électronique, le tabac chauffé depuis 2016, ou aujourd'hui, nous avons le snus et les sachets nicotiniques également. Donc, c'est un produit de substitution qu'on propose aux patients. Je ne parle pas que... C'est vrai que c'est assez particulier en unité d'addictologie, parce qu'on sait qu'il y a des fumoirs qui sont présents, mais le fait de pouvoir faire de la sensibilisation et de pouvoir faire de la prévention et initier la substitution nicotinique comme on initie la substitution aux produits morphiniques, donc la méthadone, la Suboxone ou autre. C'est-à-dire que dans le même mouvement d'éducation à la santé et de changement de paradigme en psychoéducation, c'est quelque chose qui était assez nouveau et au Maroc et en Afrique. J'ai des amis aussi au Kenya qui le font. Il faut savoir que les produits alternatifs, donc les produits alternatifs nicotiniques sont présents également en Égypte et au Kenya. Donc les sachets nicotiniques, le snus, cigarettes électroniques et tabac chauffé. Et dans ce mouvement-là, nous sommes dans l'obligation de parler de réduction des risques par rapport au tabac, parce que ce n'est pas has-been en Afrique de fumer, ni en Amérique du Sud, ni en Asie. Avec tout le travail des collègues qui a été fait au Japon, ils ont switché, les Japonais fumaient, mais d'un point de vue, ils ont switché beaucoup au tabac chauffé à ce moment-là, beaucoup plus sur ce produit-là. Ça a quand même réduit les risques d'un point de vue santé.
Comme ce que je disais, tomber du 3e, c'est pas tomber du 60e. Ça, c'est une réalité. Maintenant, en Indonésie, il y a un travail formidable qui est fait également en Indonésie parce que les gens fument énormément. Donc, il y a un gros travail qui se fait par rapport à la substitution nicotinique et son intérêt pour la réduction des risques en santé. En Afrique, c'est pareil. Nous avons beaucoup de jeunes. Alors, c'est encore la mode de fumer. C'est encore moderne, à la Marilyn Monroe des années 50, pour les femmes modernes, d'avoir une cigarette conventionnelle au bec, entre guillemets, désolé du terme. Donc, c'est pour ça que je disais, le déterminant culturel et la prénotion, l'habitus par rapport à une cigarette conventionnelle qui est encore, entre guillemets, moderne, est beaucoup plus difficile qu'on irait dans les pays anglo-saxons, que ce soit au Royaume-Uni ou aux États-Unis, ou dans certains États, c'est vraiment has-been, vraiment pas cool de fumer. Donc ce paradigme-là arrivera peut-être dans 25 ans. Ça arrivera peut-être dans 25 ans. Donc aujourd'hui, en matière de tabac ou en matière de sucre, parce qu'il faut savoir que, alors on a 11% de diabète au Maroc, mais nous avons sur l'Afrique une oscillation entre 9 et 18% de diabète, avec une consommation de sucre qui reste très présente, selon les pays et les régions. Il y a beaucoup d'hypertension artérielle, parce que de manière culturelle, il y a des pays où on consomme énormément de sel. Ça, mon ami cardiologue le saura mieux que moi. Et donc, il faut absolument partir de ce déterminant-là, qui est le déterminant culturel, qui avait été souligné d'ailleurs par l'UNESCO, afin de pouvoir appréhender les politiques de santé publique selon les continents. Voilà. Merci beaucoup, c'est passionnant. Merci pour ce tour d'horizon. Norbert Neuvy, un rebond peut-être à ce que vient de nous dire Iman. Et vous, avec Nicotine World, vous êtes à un poste d'observation original qui vous permet de scruter justement comment sont appréhendées ces alternatives nicotiniques. Qu'est-ce que vous observez justement? C'est moderne, pour reprendre le terme d'Iman? Oui, c'est moderne, mais si on prend l'exemple des sachets de nicotine, on n'a pas l'habitude d'utiliser en France ce type de produit, alors que c'est généralisé dans les produits dans les pays nordiques, en Islande également. Je vous donne la parole juste après. On a des comportements qui sont différents par rapport à l'histoire du pays, par rapport à... autrefois, on chiquait beaucoup en France. La chic était très utilisée. Et puis, ça a été quitté au profit de la cigarette. Et puis après, il y a eu également toute la période Hollywood où les films présentaient Cary Grant ou des acteurs qui fumaient et qui ont montré l'exemple en fait aux populations. Mais aujourd'hui, on sait très bien, et tout le monde sait que ce soit le sucre ou que ce soit le tabac ou n'importe quelle addiction, tout est mauvais en excès. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que on essaye de faire évoluer les idées et la perception de chacun par rapport à tous ces risques, mais il faut qu'on soit suivi également par les politiques, d'où ma question tout à l'heure à Olivier Véran et à notre ancien Premier ministre canadien. C'était de comment est-ce qu'on peut faire parler les politiques correctement de ces produits-là, et d'arrêter de diaboliser la nicotine, puisque le problème majeur aujourd'hui, c'est quand même le tabac, voilà, et la combustion. Hervé, je voulais prendre la parole sur justement cet aspect comportemental des alternatives nicotiniques qui est intéressant. Ouais, c'est que quand on va en Islande, moi ça m'est arrivé d'aller faire des conférences là-bas, les jeunes s'interrogent pourquoi en France on n'utilise pas les sachets de nicotine. Déjà, il y a un phénomène mode chez eux. Ils sont fiers de prendre ça plutôt que la cigarette. Et ils nous disent toujours, nous, on fume propre. Parce que c'est vrai que le tabac, qui est très mauvais, pour les nitrosamines, les benzopyrènes, etc., cancer à l'année, quand on fume, on aura le cancer. Le sachet de nicotine, c'est fumer propre, en fait. Eliabou, est-ce que vous êtes d'accord? Votre regard sur ces alternatives nicotiniques, est-ce que vous les plébiscitez? Évidemment que oui, parce que moi j'avais en fait... Et sur quelles études est-ce que vous avez... Oui, le regard du médecin d'abord. C'est vrai que nous, quand on est quand j'étais moi face à mes patients, j'étais dans une démarche de soins. Donc j'étais toujours en aval. Je fais du suivisme. Et c'est vrai, dans ma deuxième vie de parlementaire, j'avais la chance de dire, tiens, là, je peux être en amont.
Et là, on peut agir, parce qu'au départ, le regard du médecin, c'est une démarche quelque part incitative, obligatoirement. Le regard du parlementaire, parce que là aussi, vous savez que les députés ont le droit aussi de faire ce qu'on appelle les PPL, les propositions de loi. Donc là, c'est une démarche plutôt en amont, mais qui peut être coercitive. Et on a besoin de cette petite dose de coercition. Donc, au niveau de la puissance publique, je pense qu'il y avait 2 leviers d'action qui ont bien fonctionné. C'est le 3e qui ne fonctionne pas. Le premier levier qui a fonctionné, c'est la notion du prix. On a commencé, rappelez-vous, dans les années 90, le paquet était à 3 €. Corrigez-moi, à peu près. Moins. Oui, à peu près. Bon. Et on va arriver à un paquet, je peux vous le dire, si ce n'est pas demain, après-demain, et rapidement, à 15 €. Ça, je peux vous le dire. Donc, c'est une démarche qui a fait des taxes pour l'État de 13 milliards d'euros, monsieur le Premier ministre. Sauf que taxe fiscalité, justifiée. Mais malheureusement, 13 milliards, en face, il y a 150 milliards de coûts de santé publique. Mais vous nous le direz après, 150 milliards. Donc ça, c'est un levier qui fonctionne. Mais bon, il a ses limites. Le deuxième levier, c'est la loi. La loi, on a commencé en 91 avec la loi E20, donc l'interdiction, bien sûr, et puis toute une série de mesures. Après, je ne les cite pas. Les entreprises, les écoles, les hôpitaux, dans les voitures quand il y a un enfant. Et puis, demain, l'histoire des parcs et jardins. Mais il y a un 3e levier qui ne fonctionne pas. Et je disais tout à l'heure, c'est quelque part aussi la faute de la communauté scientifique qui n'exerce pas assez de pouvoir pédagogique au pouvoir politique, parce que Olivier Véran avait raison de dire le politique regarde les recommandations scientifiques. Et là, les scientifiques ne mettent pas assez l'accent sur cette Mais pourquoi en tant que médecin, parce qu'il y a toujours cette confusion de dire oui, mais là, bien sûr, tu vas répondre mieux que moi, parce que si on fait la promotion de la nicotine, on va créer bien sûr des addicts, de l'addict quelque part, on va inciter la jeunesse qui entre en jeu, on va inciter les jeunes à consommer de la nicotine. Mais est-ce que vous, en tant que médecin, vous n'avez pas un rôle à jouer stupide, justement mais bien sûr. pour mobiliser davantage la communauté scientifique sur ces sujets? Tout seul, c'est compliqué. Vous mais bien sûr, oui. c'est le but de ce genre de rencontre que je vous remercie d'ailleurs, que je trouve intelligent et ouvert. Je pense qu'il va falloir aujourd'hui exercer, pardon du terme lobbying, il faut l'exercer ce lobbying. Parce qu'à l'Assemblée, je peux vous le dire, il y a des lobbyistes. L'industrie du tabac, ils sont là. Vous abordez le vrai sujet. Le vrai sujet, ce sont les lobbies. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ah oui. Mais il faut savoir l'exercer. Surtout, c'est un lobbying, je qualifie de positif. Parce qu'on le prouve, on le sait, la nicotine ne provoque pas cette mortalité connue par la combustion du tabac. Iman, une réaction, mais peut-être notre fumeur. Que pense-t-il Mais c'est un bon fumeur, il est heureux en tout cas. Ex-fumeur. Il était heureux en parlant. Regardez, il sourit là. Il a le sourire, il a la banane. Ex-fumeur. Non, mais je trouve que tous ces discours sont assez hypocrites en fait, hein, dans le sens où même on a même entendu il y a quelques mois sur le fait de peut-être interdire les sachets de nicotine. Je trouve ça complètement ridicule parce qu'on trouve une alternative qui est saine justement au fait de fumer, et je peux vous en parler parce que moi le snus, ça fait plus de 20 ans maintenant, ça fait 25 ans que j'en prends. Alors à chaque fois on me prend pour un ovni quand je vais au restaurant ou au travail, etc. On me dit mais c'est quoi ça, qu'est-ce que tu fais, mais c'est de la drogue. Non, pas du tout, c'est juste de la nicotine en fait. Il y a rien de très dangereux dedans. Alors après peut-être avec le snus, parce que c'est arrivé à certains de mes collègues, anciennement collègues en Suède. Bon, eux, ils en mettaient 3 dans la bouche, pour vous dire. C'était, ils y allaient. Bon, j'en connais un, il a perdu ses dents, quoi. Mais justement, justement. Il est pour toi. Mais je trouve que ce discours qu'on a entendu des pouvoirs publics il y a quelque temps sur le fait de vouloir interdire les sachets de nicotine, je trouve ça ridicule et très hypocrite, parce que plutôt que de le prendre comme une aide, justement une assistance à sortir du fait de fumer la cigarette,
Non, écoutez, restez avec vos cigarettes, voilà. Puis de toute façon, excusez-moi, nous, on touche de l'argent dessus. Combien 13 milliards Ok, bon, très bien, continuez. Non, on a une alternative qui existe, qui est utilisée depuis plus de 200 ans en Suède. Il y a tout un tas aussi d'études là-bas qui montrent que c'est beaucoup moins nocif que le fait de fumer une cigarette, quoi. Iman, votre regard sur ces alternatives nicotiniques au Maroc et peut-être à horizon du continent africain, qu'est-ce que vous observez et comment est-ce qu'elles sont utilisées ? Alors, comme je disais, la cigarette conventionnelle est très présente. Maintenant, d'un point de vue prise en charge, sensibilisation et réduction des risques par rapport au tabac, on va jusqu'à la recommandation et la prescription pour certains patients de sachets nicotiniques. En ce qui concerne mes amis pneumologues particulièrement ou cardiologues, quand il y a déjà des pathologies qui sont là, qui sont présentes, où il faut passer en effet à une alternative rapidement. Sinon, de manière structurée, on fait beaucoup de campagnes et de sensibilisation auprès du personnel soignant, particulièrement les médecins de famille, les médecins généralistes, pour poser la question et proposer des alternatives au tabac et à la cigarette conventionnelle, donc à type de cigarette électronique ou en effet de patch, de gomme. Mais ce n'est pas très... vous savez, il y a aussi tout le côté psychologique. Donc il y a des choses qui marchent plus. La cigarette électronique, le tabac chauffé ou les sachets de nicotine, en troisième alternative, arrivent plus facilement que les patchs parce que tout simplement, il y a un phénomène de nouveauté. Un phénomène aussi de nouveauté qui est différent et l'impact psychologique est là. Maintenant, sur le reste du continent africain, ce n'est pas disponible dans tous les pays africains. On a parlé d'Afrique du Sud, du Kenya, de l'Égypte et tout ça, très présent. On a parlé de l'Asie aussi, parce qu'on travaille conjointement avec différents pays. Bon, je travaille aussi avec l'Institut Tony Blair, en ce qui concerne les politiques publiques en règle générale ou diplomatique courrier. C'est-à-dire que c'est vraiment une vision pas inhérente à l'Afrique, mais adaptée en fonction des continents par rapport à la réduction des risques. Maintenant, mon collègue vient de dire quelque chose de très intéressant. En fait, il y a un engouement particulier il y a eu un engouement particulier par rapport au CBD et au CBG, donc tout ce qui est cannabis médical, on en a parlé tout à l'heure. Et on a reçu, nous psychiatres, alors mes amis psychiatres ici ou ailleurs, ont reçu leurs patients avec des pathologies lourdes psychiatriques, où il ne faut surtout pas fumer de cannabis, comme les psychoses, etc., qui arrivaient en disant, mais vous avez vu, le cannabis maintenant est médical, est-ce que je peux être soigné au cannabis ? Prescrivez-moi du cannabis à fumer. Donc, en termes de sensibilisation et d'éducation à la santé, les termes sont extrêmement importants parce qu'on entend ce qu'on a envie d'entendre. On entend ce qu'on a envie d'entendre, même si on vous donne l'information. En termes de gestion de politique publique ou de décision des politiques, vous savez, les politiques sont élus par la masse. Donc quand vous faites de la sensibilisation et quand vous travaillez au niveau de la masse pour ce que j'appelle une imbibition de l'opinion publique par le bas de la pyramide, les choses arrivent beaucoup plus facilement parce que les politiques font suivre tout simplement leurs électeurs. Oui, j'avais une petite question. C'est très juste. J'ai entendu plusieurs fois tabac chauffé. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Moi je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi le tabac chauffé ? Alors en France, c'est tabou, le tabac chauffé. Alors les sachets nicotiniques et la cigarette électronique sont très présents, le tabac chauffé moins. Alors en ce qui concerne les unités de psychiatrie en particulier, où les patients peuvent aller à 3-4 paquets par jour, parce qu'ils n'ont pas cette conscience de se dire « j'ai trop fumé », il est difficile de tirer sur une cigarette électronique comme un biberon toute la journée. C'est là où les sachets nicotiniques, vous savez ce que vous avez fumé dans la journée, le snus pareil, la cigarette électronique, il faut avoir quand même conscience de ce qu'on fume et de pouvoir s'arrêter à un moment. Moi, j'ai beaucoup de patients, quand ils sont à la cigarette électronique et qu'ils repassent à la cigarette conventionnelle, ils fument plus. Tout simplement, c'est ce que j'appelle le biberon, surtout quand ils sont très jeunes, ou que l'initiation à la consommation de nicotine, se fait par la cigarette électronique et qui switch au tabac par la suite, parce que ça existe aussi, chez les jeunes particulièrement. Le tabac chauffé, c'est une alternative aussi où il y a eu beaucoup d'études, mais qui est très controversée. Mais par contre, en Pologne, en Grèce, et c'est ce qui a marché au Japon en termes d'alternative à la consommation de cigarettes conventionnelles et comme substitution, c'est tout simplement du tabac qui n'a pas de combustion. Le tabac est chauffé, voilà. Et ce sont des puffs. Donc vous savez, c'est comme un paquet de cigarettes, vous savez combien vous avez fumé. Alors pour les heavy smokers, c'est-à-dire les fumeurs invétérés qui ont vraiment besoin de voir un cendrier, etc., ça peut marcher plus que d'autres. Maintenant, toutes les alternatives, on va dire, à une cigarette conventionnelle devraient pouvoir être disponibles aux mains du patient et dans le choix, en fait, de ce que j'appelle le patient citoyen. Voilà, parce qu'il est décideur de ses propres choix. Mais c'est juste du tabac qui est réchauffé et qui est chauffé par une lame, un peu comme cigarette électronique, mais qui n'a pas de combustion.
Hervé Taragano, vous dites souvent que la lutte contre le tabac ne doit pas être une lutte solitaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors, ça peut vouloir dire plein de choses et peu de choses. C'est qu'en fait, quand un fumeur va décider d'arrêter de fumer, le sujet de ma thèse, c'était incorporation du sevrage tabagique dans les thérapeutiques bucco-dentaires et implantaires d'un patient fumeur. C'est-à-dire qu'au début de mon exercice, je me suis rendu compte qu'il y avait des échecs chirurgicaux en chirurgie orale chez un patient fumeur. Et que le tabac, ce n'est pas simplement mauvais au niveau des poumons, mais aussi au niveau de la cavité buccale. Pour en revenir et répondre à cette question directement, donc je proposais des solutions de sevrage tabagique aux patients. Et ce n'est pas un combat qui doit mener tout seul. Et c'est vrai qu'il y a de meilleurs résultats quand il y a un accompagnement avec des unités pour un patient qui est gêné par la cigarette. Il y a des gens, ils vont continuer à fumer parce qu'ils sont bien avec la cigarette, mais il y a des gens, ils sont très mal avec la cigarette et c'est un vrai combat du quotidien. Comme la bouffe, c'est un combat du quotidien, ils doivent arrêter de fumer parce qu'ils sont mal avec. Et l'accompagnement psychologique avec toutes les alternatives thérapeutiques du sevrage est important. Et on sait que c'est important de pouvoir arrêter de fumer grâce à ces techniques. Norbert Neuvy, quelles sont vos préconisations pour justement limiter la consommation de tabac ? Est-ce que on pourrait imaginer interdire de dépasser une certaine dose, comme on le fait par exemple avec certains anxiolytiques, certains médicaments Non, pour moi, c'est difficile d'appréhender ça parce que chacun a des besoins différents. Moi, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour et je modulais la nicotine dont j'avais besoin de façon naturelle. Je pense que chacun est capable de modérer son apport en nicotine. Si on a trop de nicotine, de toute façon, on va avoir des problèmes pour s'endormir le soir. On va avoir peut-être des palpitations ou autres, et on sent très bien tout de suite qu'on a pris trop de nicotine. Voilà. On a Jean-François qui est un professionnel du test de sachet de nicotine chez nous, et il y a des fois il met un sachet de nicotine pendant 10 secondes et il l'enlève tout de suite parce qu'il sent que c'est trop fort, et ça nous permet aussi de sélectionner des sachets de nicotine qui aient un dosage qui soit en corrélation aussi avec ce qu'on a l'habitude de consommer dans les liquides, donc pas plus de 20 mg maximum, parce que pour nous c'est suffisant pour aider un fumeur à quitter son addiction à la cigarette. Et en parlant des sachets de nicotine, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, et notamment que dans certains cas, les sachets de nicotine avaient un intérêt particulier pour certains fumeurs qui ont des atteintes pulmonaires ou autres. Nous, on voit beaucoup sur le site, sur notre site internet, de consommateurs qui sont des sportifs, qui ne veulent rien inhaler ou qui ne veulent pas atteindre à leur intégrité pulmonaire, mais aussi beaucoup d'anciens fumeurs qui ne veulent pas vaper, justement parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas les capacités pulmonaires nécessaires. Et là, les sachets de nicotine ont tout leur attrait. Voilà. En plus de pouvoir être utilisés partout de manière très... c'est un produit qui est discret, qui ne se voit pas. Donc il y a plein d'intérêts, et il y a des façons différentes d'utiliser la nicotine, soit par moment dans la journée, ou soit par rapport au profil de chaque personne. Voilà, on arrive à la dernière partie de cette table ronde. Avant de prendre les questions qui seront nombreuses, j'imagine, la vie de demain, c'est ça, l'avenir. Vous le voyez comment, cet avenir, Iliabou truffé d'alternatives nicotiniques, une vie complètement sans tabac. Qu'est-ce que vous voyez se dessiner finalement ? Non, ce que je voudrais en tout cas, c'est que d'abord au niveau de la formation de nos jeunes médecins, qu'il y ait quand même des notions de thérapie par la nicotine. Je pense que c'est très important. Parce qu'à part des médecins qui font des DU de tabacologie, il n'y a aucun enseignement aujourd'hui dans nos universités à ce niveau. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là. La deuxième chose, c'est au niveau législatif, c'est de ne pas avoir ce tabou et de regarder, comme je disais tout à l'heure, bénéfices, risques. Et il y a des méthodes alternatives qui ont démontré, par des études, l'ANSES l'a démontré, l'OMS l'a démontré, sur des cohortes de milliers de patients. Le meilleur aujourd'hui, c'est ils ont
copier ça des diabétologues, des diabétiques. Chez un diabétique, vous faites quoi? Diabétique de type 1, insuliné. Vous lui donnez une insuline lente qui agit sur 24 heures et de temps en temps, avant chaque repas, hop, un pic d'insuline rapide. C'est comme ça que notre pancréas fonctionne. En tabacologie, je pense que les études ont démontré que la meilleure méthode, c'est quoi? C'est un dispositif transdermique qui diffuse, qui fait une infusion nicotinique sur 24 heures. Et de temps en temps, parce qu'il y a des manques, hop, un pic. Peu importe, gomme, pastille, sachet, tout ça, je ne le maîtrise pas. Mais hop, un pic rapide, parce qu'il y a un manque aigu, mais sur un plateau de diffusion nicotinique. Donc, exercer le lobbying positif, faire de l'enseignement, de la pédagogie dans nos universités, et puis médiatiser tout cela, et qu'il y ait des amphis de milliers de personnes autour de la TNS, TSN, voilà. Hervé Taragano, l'avenir, c'est ce que vient de dire Elie Abou, c'est comme ça que vous le voyez? L'avenir, surtout, pour moi, c'est d'augmenter ou d'argumenter encore plus la politique anti-tabac parce qu'elle est mauvaise, de favoriser les solutions alternatives à base de nicotine par rapport à d'autres thérapeutiques alternatives aussi, que ça soit l'hypnose aussi ou l'acupuncture ou quelles que soient toutes les possibilités. C'était Gilbert Lagru qui était responsable à l'époque des DU de tabacologie qui disait « Toute thérapeutique est bonne à partir du moment où un patient est un demandeur confiant ». Quand vous croyez en l'hypnose, vous arrivez à vous faire hypnotiser. Justement, les patients, vos patients, qu'est-ce qu'ils vous disent? Eh ben, les patients qui veulent arrêter de fumer, vous savez, en Angleterre, quand vous avez d'avoir une greffe cardiovasculaire, si vous êtes un patient fumeur, on ne vous opère pas, on ne vous fait pas la greffe cardiovasculaire. Vous allez mourir. En France, quand on a une greffe, moi j'ai fait médecine et à un moment donné j'étais à Paul Brousse, c'était le service du professeur Bismuth, il y avait des patients qui étaient en attente hépatique, de greffe. Si le patient est alcoolique, on ne lui fait pas sa transplantation hépatique puisque le foie qu'on va récupérer, on va le mettre à un futur patient qui va être lui-même condamné, donc autant donner ce foie à quelqu'un qui a la chance de pouvoir vivre. Donc, est-ce qu'on a le droit d'opérer des patients et de donner un bloc corps-poumon à un patient fumeur alors qu'il continue à fumer? On va lui redonner la vie, mais on va enlever la vie de quelqu'un qui aurait continué à vivre. Chez des patients que je vais opérer, j'ai 100% d'échecs en mettant un implant et une greffe osseuse chez un patient fumeur en même temps. 100% d'échecs. Un patient qui arrête de fumer, il y avait une étude de Ben et Boy en 1992, au moment où la loi Evin est sortie. On fait arrêter un patient pendant 2 mois de fumer. On opère notre patient et il arrête de fumer pendant 6 mois. On obtient un résultat des succès implantaires et greffes osseuses comparatif à des patients non fumeurs, etc., etc., etc. Donc la cigarette, c'est mauvais. Et excusez-moi, mais pour la nicotine, ok, il y a la tachycardie et ça augmente la pression artérielle, mais c'est la nicotine qui entraîne l'addiction. Il ne faut pas l'oublier. Et aussi, la nicotine, ça entraîne une vasoconstriction des vaisseaux périphériques de toute la chaîne terminale en 7 secondes. La vasoconstriction des vaisseaux entraîne une diminution des incapacités de cicatrisation et d'oxygénation des tissus. Donc, bien sûr, c'est une belle alternative thérapeutique, mais on déplace un problème vers un autre problème, qui est un problème moins grave, puisqu'il y aura moins de cancer. Donc, l'avenir, c'est un avenir sans tabac. Alors, pour revenir, moi je vous avais parlé, le parallèle avec, c'est important, parce que comme je suis psychiatre, avec les anxiolytiques tout à l'heure et les hypnotiques, les anxiolytiques et les hypnotiques, les benzodiazépiniques particulièrement, sont extrêmement dangereux. Donc on ne peut pas faire le parallèle avec la nicotine ou les sachets nicotiniques. D'abord, il y a une implication dans les troubles neurocognitifs majeurs aujourd'hui qui est avérée, c'est-à-dire ce qu'on appelle les démences, ou on va dire entre guillemets l'Alzheimer, mais ce n'est pas l'Alzheimer en particulier. Il y a une consommation excessive de benzodiazépines de par le monde et particulièrement chez la femme. C'est la première addiction chez la femme, dans les pays du Nord comme du Sud. Donc on ne peut pas faire le parallèle. Par ailleurs, il faut savoir que quand on a au niveau du cerveau des récepteurs nicotiniques, on a des récepteurs GABAergiques. Les anxiolytiques vont venir se greffer sur les récepteurs GABAergiques. C'est comme l'alcool. Donc, sauf que l'alcool, en général, l'addiction se met du temps à s'installer. Les hypnotiques
on a 4 semaines normalement de recommandations de prescription, et les benzodiazépines, ça ne doit pas dépasser 12 semaines. Et vous avez des gens qui vont les prendre comme des bonbons pendant des années et des années, avec un impact neurocognitif majeur. Et aujourd'hui avéré, avec des recommandations à l'international, etc. Donc aujourd'hui, on ne peut pas comparer. Maintenant, vous avez des récepteurs nicotiniques, cannabinoïdes et tout ça au niveau du cerveau. Quand vous naissez bébé, le premier contact et le contact répété, en fonction en fait, de beaucoup de choses, de la génétique, c'est de l'épigénétique. L'environnement va faire qu'on va multiplier ces récepteurs nicotiniques au contact de la nicotine, on va multiplier ces récepteurs cannabinoïdes au contact du cannabis, ou ces récepteurs GABAergiques par rapport à l'alcool et tout ça. Ce qu'on ne sait pas, c'est sa carte génétique. Est-ce que nous avons une prédisposition ou pas, donc, à devenir addict ou pas? Parce qu'il y a aussi des consommateurs occasionnels de nicotine, sans pour autant avoir été addict au tabac. C'est une réalité. Comme il y a des consommateurs occasionnels de cannabis ou d'alcool et qui ne vont jamais sombrer dans l'addiction. Donc l'addiction, c'est quand même quelque chose à prendre avec des pincettes, parce que dans le mot addiction, vous avez en latin addictaire qui veut dire esclave de la substance. Donc quand on arrive à être, quand on arrive à être addict, ça veut dire liée ou esclave d'une substance, l'alternative, qu'elle soit, aujourd'hui on parle de nicotine, elle est impérative. La personne, elle est addicte, donc elle est esclave de sa substance. Donc on est en train de lui donner une manière de pouvoir sortir, en fait, et de lui donner plus de liberté en ayant des produits alternatifs. Maintenant, vous avez parlé aussi, mon collègue a parlé, vous avez souligné quel serait l'avenir. Bon, les DU de tabacologie n'impliquaient pas obligatoirement un module de réduction des risques. Et ici en France ou ailleurs. Aujourd'hui, on voit que les DU de tabacologie, enfin nous, on va avoir le premier sur Rabat qui va intégrer un module sur la réduction des risques et les produits alternatifs au tabac. Donc en sortant de cette histoire de patch et de gomme et en incluant les sachets nicotiniques, le snus, la cigarette électronique et le tabac chauffé, je pense qu'il faut vraiment analyser les choses, les reporter d'un point de vue pragmatique selon le terrain réel et selon l'humain. Parce que l'humain, lui, ne va pas aller dans la loi du tout ou rien. Il ira vers quelque chose à laquelle il peut s'adapter. Donc, lui proposer des alternatives adaptables. Alors, juste un mot de Nicolas, un mot de Norbert, et puis après, on prend les questions, parce qu'on est vraiment pris par le temps. Très rapidement, moi, comment je vois le futur ? Je vois le futur sans tabac, tout simplement. On le voit, ça fait des années. Et maintenant, et puis la consommation chez les jeunes baisse. Plus qu'1% à mon avis, parce qu'on parlait de 24 à 23%, mais à mon avis beaucoup plus quand je vois autour de moi. Et le futur, je le vois tout simplement sans fumée, sans combustion, sans tabac fumé, quoi. Merci, c'est extrêmement positif. Norbert, vous le voyez aussi sans combustion ? Bien sûr, sans combustion, bien entendu. D'abord, il faut se battre justement contre le tabac. Et puis, demain, on se battra éventuellement contre la nicotine, et peut-être que notre plateforme Nicotine World, et je l'espère, pourra bientôt ouvrir une autre section qui sera l'accompagnement vers un monde sans nicotine. Voilà, c'est ça l'avenir. Moi, je viens d'un monde où j'étais fumeur. Je suis passé à la cigarette électronique, maintenant au sachet de nicotine, et puis demain, j'aimerais bien arriver à être en fait, ces alternatives sont un chemin vers une vie sans rien du tout. Bien entendu, oui. Ouais. Et surtout, regardez l'exemple des pays où la prévalence tabagique a vraiment baissé, et qu'on les prenne comme exemple et qu'on arrête de se poser trop de questions au niveau politique. Et puis, bien sûr, que les chercheurs, les ingénieurs, etc., comme on disait tout à l'heure, puissent essayer de trouver des solutions et parlent correctement aux politiques. Excuse-moi, juste, le tabac donne le cancer, pas la nicotine. C'est ça qu'il faut convenir. Monsieur a une question. Oui, on est relativement d'accord, donc merci à tous pour vos interventions, merci encore pour ce superbe forum. Malheureusement, on ne constate pas ça dans la vie de tous les jours. Docteur Elie, je crois que... Pardon, j'ai pas retenu votre nom. Elie Abou. Merci pour tout. Vous avez ouvert la porte de la formation des docteurs. Je crois que les généralistes, depuis 25 ans, sont plus trop formés, plus trop sensibilisés. Moi, quand j'étais enfant, il y avait plein de pubs à la télé sur « faut pas fumer »,« non, j'en veux pas ». Ça a disparu. On constate, nous, en tant que médias très spécialisés sur le sujet, qui parlons régulièrement à des docteurs qui ne sont pas informés. Par contre, il y a des docteurs qui, eux, sont très informés, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, qui sont dans une association qui est supposée protéger les fumeurs en France,
qui s'appellent DNF, ACT, CNCT, qui font une chose, c'est attaquer toutes les sociétés qui proposent aujourd'hui des substituts nicotiniques qui ne sont pas pharmaceutiques, comme la vape, les sachets de nicotine. C'est des docteurs qui contrôlent toutes ces associations, qui sont payés par l'État, que vous connaissez, je pense. Non, pas du tout, je découvre là. CNCT, DNF, ACT, ça vous parle pas? Non, mais les docteurs qui font la... Bah, ce sont des docteurs. C'est des docteurs qui aujourd'hui disent qu'il faut un monde sans nicotine, sans passer par la case réduction des risques. On est des associations anti-tabac, on est des associations anti-nicotine. Donc, vous avez tous dit aujourd'hui que c'était un chemin. Ce chemin, on est loin de le prendre. Et ces docteurs, pour des raisons obscures, peut-être de budget, 16 millions par an donnés par nos impôts, pour protéger les fumeurs, aujourd'hui, on les menace. Encore une fois, on parle d'information, on parle d'éducation, on doit éduquer les jeunes. Les sociétés, on nous invite, les sociétés privées, à communiquer, etc. On ne peut pas, quand on communique, et même quand on dit simplement la cigarette électronique permet d'arrêter de fumer, on se fait attaquer. Ces associations sont passées dans tous les médias français. On en sait quelque chose il y a 3 ans. Mon associé et moi, on est passé chez TPMP. Bon, ça plaira peut-être pas à tout le monde. En tout cas, c'est une émission qui était très regardée. Dans la foulée, on a fait des Sud Radio, des Figaro, La Croix. Aujourd'hui, ces gens-là ne veulent plus nous laisser parler. Pourquoi ? Excusez-moi, je pense qu'il faudra faire, c'est que l'année prochaine, Monsieur Nicotine World, ils étaient invités. Pourra faire un débat entre nous. Ils sont pas venus. Bon. Les associations ne sont pas venues. Elles comme ne ils ne viennent sont pas jamais. venus, c'est qu'ils savent que nous avons raison. Mais évidemment, et c'est un problème. Le problème, c'est qu'il n'y a plus qu'eux qui peuvent parler publiquement. Et les journalistes aujourd'hui se sentent menacés de laisser parler tous les gens qui sont ici. Donc la question, c'est comment on fait pour dépasser ce mur qu'on a aujourd'hui, qui nous interdit d'en parler, qui interdisent même finalement aux docteurs de parler, qui sont craintifs parce que finalement, quand ils sortent du bois pour en parler, William Lowenstein, Anne Borgne, Marion Adler, il y en a plein des docteurs qui parlent. Personne ne les écoute parce que ces autres docteurs les bloquent. Voilà, donc c'est un petit peu dur, mais ici, je pense que c'est des gens dont on n'avait pas parlé et qui serait très intéressant de forcer à venir l'année prochaine. Je suis d'accord avec toi. On a la chance d'avoir des médias dans la salle Ils nous doivent des comptes. et qui vont très certainement donner un écho à ce forum dans lequel, bien sûr, tout le monde était invité. Et je pense que peut-être que dans leur billet, ils pourraient dire que notre volonté aussi, c'était d'ouvrir le débat, de faire en sorte qu'il puisse y avoir une discussion intelligente avec les pros et les antis, et qu'ils puissent se rendre compte, notamment ces associations-là, qui sont très vindicatives, très agressives envers les solutions que le monde de la vape ou des alternatives peuvent apporter, et qu'ils se trompent de combat. On aurait Ils aimé sont très bien informés, je suis présent. désolé. On aurait aimé Très qu'ils bien soient informés. présents aujourd'hui pour entendre vraiment un autre écho et que ça puisse leur permettre d'évoluer dans leur façon de penser et d'agir. Voilà. Mais on regrette qu'ils ne soient pas venus. Nous aussi. Et on espère aussi que peut-être si l'année prochaine ce forum se tient de nouveau, on puisse les accueillir avec plaisir ici. Voilà. C'est pas le quotidien des praticiens quand même. parce que- Oui, mais il faut, Pardon. il faut garder en tête que ces associations-là, pour beaucoup, moi je ne connais pas celle de France, mais beaucoup sont mues par certaines institutions comme Bloomberg, comme l'Organisation mondiale de la santé, etc., qui sont en lutte avec l'industrie du tabac, qui parlent du cheval de Troie, etc., et qui mettent tout dans le même paquet. Donc en fait, ça ne se joue pas du tout sur la pratique médicale ou sur le sens ou la consonance du serment d'Hippocrate. On est dans une hypocrisie tout simplement mercantile et c'est une question de sous. Merci. Et franchement, c'est pas le quotidien. Merci. des Vraiment praticiens. merci. C'est vraiment pas le quotidien des praticiens parce que dans mon hôpital, quand je parle avec mes collègues, surtout pneumologues et tabacologues, ils font tous la promotion de la substitution nicotinique. Donc, en pratique, c'est pas ça. Heureusement. Le docteur Dotzenberg nous le montre depuis 10 ans. Il sort du bois très souvent pour parler de ça. Il était anti pendant 2 ans et jusqu'à ce qu'il comprenne que c'était finalement une solution. Donc il faudrait que tout le monde suive vos exemples. En parlant du professeur Donzetberg, il était contre le tabac. Il a toujours dit qu'il était OK avec la vape, mais que dès qu'il n'y aurait plus de tabac, il serait anti-vape. Voilà.
Et il a raison. Ça, c'est la démarche que tu as exposée. Voilà. Les 3 paliers. Mais on ne peut pas voler les étapes. Il faut être pragmatique. L'ouverture du débat qui se fait en ce moment même est très importante et il faut continuer. C'est un travail quotidien et c'est un travail auprès des médias. On a eu un exemple très concret ce week-end avec les annonces par Mme Vautrin d'un certain nombre de mesures dans le cadre de l'application du plan national anti-tabac, les fameuses mesures de restriction des endroits où l'on peut fumer à l'extérieur. Bon, on a bien vu dans les médias, parce que les médias font appel à eux et parce qu'ils sont enregistrés, si je puis dire, dans les carnets des journalistes. On a vu surtout le CNCT, on a vu surtout Alliance contre le tabac, qui sont repartis sur une nouvelle enchère de mesures démagogiques. L'Alliance contre le tabac milite pour la fameuse l'interdiction générationnelle de tabac. Et ce sont les seuls qui se sont exprimés. Et donc, tout ça se diffuse dans les médias et on entend un certain nombre de discours, mais qui sont, encore une fois, partiels par rapport à la réalité vécue par les fumeurs, par rapport à la réalité de ceux qui veulent sortir du tabac combustible. Et là, je crois que donc on est dans cette bataille. Et aujourd'hui, on vient de marquer un point, déjà en se réunissant. Eh bien, il faut savoir que maintenant, ce travail, nous ne sommes qu'au début d'un vaste travail. Mais encore une fois, ce n'est pas la première fois qu'on verra sur un sujet fondamental, dans d'autres domaines, l'environnement, etc., l'opinion publique finir par changer d'opinion parce qu'elle aura un avis plus contrasté qui lui sera présenté. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, et notamment cette histoire de palier, il faut savoir que l'Union européenne souhaite que chaque État membre de l'Europe soit non-fumeur à l'horizon de 2040. Je crois que ce n'est pas en faisant comme fait l'ACT ou le CNCT que nous arriverons à ce résultat-là. Justement, peut-être qu'il faudra qu'il soit vindicatif à partir de 2040, mais que jusque-là, on a du boulot, il y a du pain sur la planche pour amener les 28% ou 31% ou 23% de fumeurs en France à arriver à atteindre des seuils qui sont atteints aujourd'hui par la Suède depuis 2022 ou 2023, alors qu'ils s'étaient donné cet objectif-là en 2025. Et aujourd'hui, la Suède est un exemple à suivre. Alors certes, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, à côté des écoles, sur les plages, etc., je trouve que c'est un très bon signal. C'est très bien. Mais elle doit être accompagnée aussi d'une aide pour les fumeurs, et notamment le mois sans tabac, on se rend compte tous les ans que c'est une catastrophe, que ça se casse la figure, qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont sensibles à ce mois-là. Alors que c'est dommage, parce que si on mettait en avant justement ces alternatives qui sont, que l'on peut trouver, que ce soit chez son buraliste, dans des boutiques spécialisées ou ailleurs, si on motivait ces gens-là à aller vers ces alternatives, plutôt que d'envoyer de mauvais signaux en disant que on veut interdire la vape, on veut interdire les arômes, on veut interdire les sachets de nicotine, on veut interdire les billes de nicotine, on veut interdire tout ce que, de toute façon, toutes les solutions à un problème aujourd'hui. Maintenant, moi, la question que j'aimerais poser à ces associations, c'est quelle est leur feuille de route pour atteindre en 2040 un pays non fumeur ? Quelle est leur stratégie là ? J'aimerais bien comprendre. Tabagique que nous avons aujourd'hui en France. C'est ça la question. Et alors poser directement. Ils veulent interdire les patchs aussi ? Non, pas du tout. En fait, on donne le business à la mafia. C'est tout ce qu'ils font. Ils interdisent personne de fumer. On le voit bien, 40% des cigarettes vendues sont vendues dans la rue. Je vais juste une précision sur le tabac chauffé, c'est une réponse partielle. C'est ce qui fonctionne dans les pays où la vape s'est fait plus globalement. Il y a plus d'arômes, machin, c'est le tabac chauffé. Donc en France, les femmes, madame a tout à fait raison, c'est qu'en très peu, ça existe. C'est une marque à école, très bizarre là-dessus. Et ça perce pas en France parce que la vape est un pays de vape ouverte. On peut remplir cette cartouche avec du liquide. Donc on n'a pas des systèmes très fermés, très ouverts, très libres en fait. C'est un des rares pays encore comme ça. Et le tabac chauffé ne séduit pas du tout le consommateur. Parce que ça pue, c'est cher, ça reste du tabac. Et qu'il y a de la vape partout. Voilà.
Mais par exemple, en Allemagne, on vient de taxer très lourdement à la base. D'ailleurs, en gros, c'est pas HLM, c'est plutôt ne papote pas. Les boutiques de tabac chauffé pullulent partout, elles commencent à fleurir partout. Et d'un coup, le produit fonctionne. Au Japon, ça cartonne, vous avez raison, madame, les liquides nicotinés sont interdits. Ah, interdits. Voilà, on en est. Une dernière question. Pardon. En Indonésie. Si ça vous me disait. Et ben justement, on va vous donner la parole, Jean-François Etter. Vous restez avec moi le temps que je présente monsieur. Merci en tout cas infiniment pour la richesse et la densité de ce débat. C'était extrêmement intéressant. Je vais donc laisser la parole à Jean-François Etter pour la conclusion. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, professeur honoraire de santé publique à la faculté de Genève. Vous avez conduit de nombreuses études depuis une trentaine d'années sur le tabac. On a voyagé au Maroc avec Iman. Merci infiniment. Vous allez nous emmener en Suisse, en Suède et au Japon, mais aussi en Chine où les innovations sont assez fertiles. C'est ce que vous allez nous raconter. On va vous laisser la parole. Il a un... Bonjour et merci de m'avoir invité. Donc, je commence par dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt dans ce domaine-là. Et alors, on a parlé du Japon. Et la première diapositive que je voulais vous montrer, c'est celle-là. C'est une étude indépendante de l'équipe de Mike Cummings aux États-Unis sur le marché du tabac au Japon. Et vous voyez que sur les 10 dernières années, le marché de la cigarette a carrément diminué de moitié. On est passé de 1800 millions à 900 millions de cigarettes vendues. On devrait célébrer ça comme un succès de santé publique. Ce n'est pas tellement le cas parce qu'en somme, une large partie de l'explication, peut-être pas toute l'explication, c'est la substitution par le tabac chauffé, donc IQOS et ces autres produits où une petite lame métallique va chauffer le tabac pour produire un aérosol qu'on inhale avec de la nicotine à l'intérieur. Mais vous voyez que le total tabac plus stick de tabac chauffé ne dépasse pas la situation au départ. C'est un phénomène qui n'est pas très nouveau puisque vous voyez ces courbes en miroir pour le marché du tabac en Norvège, où chez les hommes à droite, à partir de la fin des années 90, début des années 2000, vous avez une réduction de la proportion de fumeurs en rouge, avec une augmentation de la proportion en bleu d'utilisateurs de snus. Et la même chose est arrivée chez les femmes aussi en Norvège, mais un peu plus tard, à partir du milieu des années 2000. Mais une substitution d'un produit par un autre, avec en Suède le pays qui a la proportion de fumeurs la plus faible en Europe, bien en dessous de la moyenne européenne, où environ un quart de la population fume. Là, vous avez 5% seulement en Suède. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas juste la proportion d'utilisateurs, c'est l'impact sur la mortalité et sur le nombre de cancers. Là, vous avez le nombre de nouveaux cas de cancer du poumon pour 100 000 habitants par année, avec une moyenne européenne chez les hommes à 65 et en Suède, tout en bas, la dernière ligne, 25, donc moins de la moitié. Alors, si c'était les politiques anti-tabac de la Suède, on l'observerait aussi chez les femmes. Mais chez les femmes en Suède, l'incidence est exactement la même que la moyenne européenne. Donc, on a tendance à penser que le snus y est quand même pour quelque chose. Ça, ce sont des données de mon pays, la Suisse, où la prévalence du tabagisme était restée vraiment stable, horizontale pendant les 20 dernières années. Et tout à coup, là, vous avez un décrochage où on passe de 24% à 18% de fumeurs de cigarettes avec une substitution, un départ
de la cigarette électronique à 6% chez les adultes maintenant, en quelques années. Le tabac à chauffer aussi, un peu moins, ça monte un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est les 3 barres à droite, où vous avez le total cigarette, e-cigarette et tabac chauffé. Et vous voyez que malgré l'augmentation des nouveaux produits, eh bien, ça ne compense pas la baisse des cigarettes. Il y a quand même une diminution du total des consommateurs des 3 produits. Chez les jeunes, c'est encore plus spectaculaire. Là aussi, on avait beaucoup de jeunes qui fumaient en Suisse. Il y en a toujours beaucoup. Mais quand même, vous avez une diminution d'un tiers. On passe de 30 à 19% de fumeurs sur quelques années. C'est très spectaculaire, avec une augmentation très spectaculaire aussi de la consommation de cigarettes électroniques. On passe de 2 à 16% là, sur 5 ans. Une augmentation du snus aussi qui vient d'être autorisée en Suisse par la nouvelle loi sur le tabac. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'à droite, le total cigarette plus e-cigarette plus tabac chauffé diminue. Donc ça se substitue sans augmenter le nombre total de consommateurs, ce qui n'est pas le cas partout. La Toolkit Study pour l'Angleterre montre qu'il y a une augmentation forte de l'usage de la cigarette électronique chez les ados. Et par contre, la courbe pour les cigarettes, elle est assez plate. Et ça fluctue un peu, mais ça n'augmente pas. Par contre, le total, cigarette plus e-cigarette, augmente. Donc voilà, chaque pays est différent. Ça, c'est toujours en Suisse. Les aides utilisées pour arrêter de fumer par les récents ex-fumeurs, ceux qui ont arrêté depuis moins de 5 ans. D'abord, aucune aide. Ça, c'est déjà un souci. 50% répondent aucune aide. Il faudrait quand même qu'ils utilisent une aide. Mais quand ils ont utilisé une aide, c'est le tabac chauffé à 16% qui sort le plus souvent, avant la cigarette électronique et bien avant les substituts nicotiniques et les autres interventions. Vous voyez qu'aucun n'a mentionné la visite médicale. Alors, ça ne veut pas dire que les médecins ne leur ont pas dit d'arrêter de fumer, mais en tout cas, ils ne s'en sont pas rappelés, ils ne l'ont pas cité dans l'enquête. Mais quand même, on doit accompagner ça. On doit accompagner le fait que quand les gens essayent d'arrêter de fumer, ils utilisent ces nouveaux produits comme aide. J'ai listé ici les opportunités et les menaces. Donc, pour les opportunités de ces nouveaux produits, eh bien, ils remplacent la cigarette. Ils sont quand même nettement moins dangereux. La revue Cochrane montre que la cigarette électronique est efficace pour arrêter de fumer, mais c'est juste quelques points de pourcentage en plus. En fait, l'efficacité, c'est x1,6. Oui, mais x1,6 sur un chiffre qui au départ est très très faible. Ça reste minuscule quand même. Je pense que l'usage de la nicotine ne disparaîtra pas. Il a été immédiatement... Le tabac a eu un succès absolument immédiat. Il a conquis toute l'Europe à une époque où on voyageait à pied et à cheval en quelques années. J'ai mis l'implication de Big Tobacco dans les opportunités et dans les menaces. Ils investissent par milliards. C'est un changement massif du marché du tabac. La dépendance, je la mets aussi dans les opportunités et les menaces. Pour le marché de la nicotine et du tabac, eh bien, c'est une opportunité. C'est aussi une menace, bien sûr. C'est aussi un secteur très innovant avec de nombreux fabricants en concurrence très vive. Il y a quelques années, je suis allé en Chine visiter ces usines des cigarettes électroniques. Et ce qui m'a frappé, c'est la jeunesse des directeurs. Ce sont des jeunes qui trouvent des capital risqueurs, souvent tout aussi jeunes qu'eux. Et là-bas, vous construisez une usine. Dans une année, vous produisez déjà. Ce qui ici est inimaginable. Et c'est ces jeunes qui sont en concurrence très vive les uns avec les autres. Ils doivent trouver une idée, ils doivent trouver un nouveau produit. Et c'est ça qui est le driver de cette innovation très importante dans ce domaine-là. Le menaces, bien sûr, l'effet passerelle vers la cigarette chez les jeunes, mais vous pouvez lire un article que j'ai écrit là-dessus dans le journal Addiction il y a quelques années. La théorie de Gateway, c'est une théorie causale. Donc, en science, pour prouver un lien de causalité, c'est très, très difficile, surtout en l'absence d'expérimentation. Vous ne pouvez pas prendre des jeunes et les attribuer aléatoirement à un groupe qui ne fumerait pas ou qui ne vapoterait pas et à l'autre qui vapoterait. Vous ne pouvez pas faire ça, donc il n'y a pas d'expérimentation. Il ne reste que les données observationnelles et c'est très difficile de prouver la causalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet gateway, mais c'est très difficile de conclure avec certitude qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas. La dépendance, bien sûr, la toxicité propre de ces produits, le fait qu'on élimine un des principaux éléments dissuasifs contre l'usage de la nicotine, qui est le risque lié à la combustion. Donc la prévalence, tout produit confondu, pourrait augmenter, ce qui est le cas chez les jeunes en Angleterre, si vous regardez le Toolkit Study. La prévalence totale augmente, même si la prévalence des cigarettes n'augmente pas.
Ce n'est pas le cas en Suisse, comme je viens de vous le montrer. Donc chaque pays est différent. Mais on ne peut pas l'exclure avec force non plus, que ça n'arriverait pas. L'implication de Big Tobacco aussi, je la liste ici, parce que l'approche de réduction des risques est présentée maintenant comme un complot de l'industrie du tabac, ce qui la discrédite beaucoup. Et puis, c'est l'élément que je voulais dire tout à l'heure et qu'on n'a pas évoqué ce matin, qui est quand même un élément important, c'est que le marché de la nicotine concerne très largement un public vulnérable, que ce soit des personnes avec des problèmes de santé mentale. L'énorme majorité des schizophrènes, des borderline fument. Les personnes qui ont une toxicodépendance aux drogues illicites fument. En grande majorité, c'est un comportement, une consommation qui est largement concentrée chez les personnes les moins riches et les moins éduquées. Donc c'est une variable centrale dans ce marché-là, et on ne l'a pas assez évoqué ce matin, je trouve. C'est un produit qui est vendu à des gens vulnérables, très largement. Pas seulement, mais très largement. Et ça, c'est une variable, à mon avis, essentielle à tenir compte. Aussi quand on parle de taxation, parce que la taxation, elle est régressive. Elle va taxer ces gens-là, c'est chez eux qu'on va prélever ces taxes. La désinformation, on l'a déjà beaucoup évoqué, et la division entre les experts et la production d'une science idéologiquement biaisée. C'est un gros souci. Il faut toujours garder ce schéma en tête quand on parle de réglementation ou de politique pour ces produits. Vous avez à droite le gobelet rouge où il y a les fumeurs. C'est ce qu'on veut éviter. On veut éviter que les gens soient dans le gobelet rouge. On aimerait qu'ils restent dans le gobelet vert à gauche, où soit ils ne consomment rien, ils n'ont jamais commencé, ou ils ont arrêté de consommer. À défaut, eh bien, admettons qu'ils consomment quand même de la nicotine, on aimerait plutôt qu'ils consomment des substituts nicotiniques médicamenteux ou des cigarettes, et sinon du tabac chauffé qui est un peu un risque intermédiaire. Mais les flèches vont dans toutes les directions. C'est ça que je veux dire. C'est que si vous interdisez par exemple les arômes dans le but d'éviter cette flèche-là, c'est-à-dire que les jeunes passent de ici à là, eh bien vous avez aussi un impact sur les autres flèches. Donc sur cette flèche-là, par exemple, les gens qui fument, si vous enlevez les arômes, ils auront moins envie de passer à la cigarette électronique. Ils pourraient aussi passer de la cigarette électronique à la combustion si elle ne leur donne plus satisfaction. Donc, important de garder ce schéma en tête quand même. Alors, que faire ? Que faire face à cette situation ? Les impôts proportionnels au risque. Imposer, oui, mais proportionnellement au risque, je pense que ça a déjà été dit, c'est très important. Les lieux sans vapotage, à mon avis, sont acceptables. Quand je suis au restaurant, je n'ai pas envie qu'on me vapote dans le nez. On en a parlé, on n'insistera jamais assez sur le fait qu'il est important d'informer, de former aussi les professionnels de la santé, les professionnels de la vape, le personnel de vente sur la nicotine, d'informer la population. La population a droit à une information objective, ce n'est pas le cas actuellement. Pour les jeunes, il faut utiliser les médias sociaux, aborder les raisons de l'usage, le glamour, la pression des pairs, viser les politiciens, les leaders d'opinion, les professionnels de la santé. C'est un élément absolument essentiel dans un dispositif. Les interdictions. Alors oui, l'Angleterre maintenant, le Royaume-Uni a interdit les puffs, c'est le cas aussi en France. Alors on peut comprendre qu'il ne faut pas d'un produit qui est vraiment ciblé sur les jeunes, on va jeter des tonnes et des tonnes de lithium dans la nature, parce que ce n'est pas souvent recyclé chaque année. Ça correspond à plusieurs voitures chaque mois, c'est batteries qui sont jetées. Mais il faut aussi comprendre que ces interdictions sont contournées par l'innovation, puisque c'est un secteur tellement innovant. Si on interdit les puffs jetables, ils vont juste faire des puffs rechargeables et remplissables. En Australie et au Brésil, c'est les criminels, vraiment, c'est les gangs criminels qui contrôlent le marché noir dans ces pays où la cigarette électronique est interdite. C'est les mêmes personnes qui vont vendre de la drogue aux mêmes usagers. Donc on donne juste le marché aux criminels. Ces interdictions sont sans doute une ingérence excessive dans la liberté et l'autonomie individuelle. C'est aussi, et ça c'est un argument plus politique, une politique impopulaire qui peut coûter des voix aux candidats politiques. Je pense qu'il faut leur dire ça aussi. La publicité, le sponsoring et le marketing, il faut certainement les réglementer, mais là aussi de manière proportionnelle au risque, avec de meilleurs contrôles du gouvernement. On ne peut plus laisser faire n'importe quoi, comme c'est le cas. Cibler les entreprises qui commercialisent et vendent aux enfants. Il faut des meilleures statistiques.
on est dans le noir, en tout cas en Suisse, en France peut-être pas autant, ou je ne sais pas, mais on a besoin de statistiques récentes par marque, par consommation, par groupe d'âge, dans les populations vulnérables. On a besoin de savoir ce qui se passe pour vraiment pas conduire dans le noir. Sinon, c'est le cas. Les entreprises elles-mêmes aussi devraient connaître leurs usagers et savoir si c'est les jeunes qui les consomment. Et cette information, à mon sens, devrait être publique. Il faut innover. Il faut innover. Je pense qu'un axe pour l'innovation, c'est beaucoup dans la formation des professionnels de santé, la formation des vendeurs, pour que les tabacologues, les professionnels de santé sachent comment recommander, sachent dire aux gens, mais vous ne pouvez pas baisser autant votre concentration de nicotine dans votre liquide parce que vous allez juste compenser. Vous avez besoin, comme un thermostat, d'une certaine dose de nicotine. Si vous baissez trop, vous allez juste consommer plus de liquide et vous exposer davantage vos poumons, pour donner un exemple. Mais ils n'ont pas forcément cette notion de technicité-là. Il faudrait qu'ils l'aient. Il faudrait qu'ils maîtrisent ça mieux, je trouve. Donc il y a un gros effort à faire dans la formation de base, dans la formation continue. Ce problème de division entre les experts, ça envenime vraiment le débat. Dans la santé publique, il y a beaucoup de débats où les gens s'entretuent. Hein, ce n'est pas le seul. On l'a bien vu avec la pandémie, et dans d'autres domaines aussi. Mais là, il y a une animosité très très vive, il y a une virulence. Il faudra en comprendre les mécanismes. Ce n'est pas juste parce que la science est biaisée ou parce qu'on a d'autres objectifs. Objectif de diminuer la mortalité versus objectif de diminuer la consommation de nicotine. C'est deux objectifs qui ne sont pas forcément exactement les mêmes. Mais on a un comportement tribal aussi. On est des individus qui sont complètement tribaux. Enfin, tu es dans ma tribu ou tu n'es pas dans ma tribu. Si tu n'es pas dans ma tribu, je ne vais pas lire tes articles, je vais leur trouver des défauts. Si tu es dans ma tribu, je vais pardonner les défauts de ton argumentation. Donc, ces mécanismes psychologiques, en somme, qui nous limitent dans notre ouverture, dans notre capacité à accepter ce que dit l'autre. Et puis, un argument final, je pense, c'est la participation. Nothing about us without us. Il faut une inclusion. Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a, comme très souvent, je fréquente quand même toutes ces réunions et à chaque fois, c'est un camp, c'est l'autre camp. C'est jamais les deux camps ensemble. Et l'autre camp n'est pas venu aujourd'hui. Donc, on n'avancera pas si c'est le cas. Il faut développer une culture du consensus, une culture du compromis aussi. Le compromis, ce n'est pas la compromission. Le compromis, c'est la capacité à accepter une solution qui ne nous satisfait pas, mais avec laquelle on peut vivre, parce qu'on a une volonté de vivre ensemble. C'est peut-être ça que la Suisse peut apporter. En Suisse, on aurait de bonnes raisons d'être divisé. On est divisé par la langue, historiquement par la religion, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui. Divisé entre zones rurales et zones urbaines, eh bien, on a une culture du consensus, on cherche des solutions pragmatiques pour vivre avec l'autre, même si la solution ne nous satisfait pas entièrement, on peut vivre avec. Voilà, donc on a en somme un trade-off à trouver entre protéger les jeunes et protéger les adultes. Si on veut protéger les jeunes à tout craint, on aura des politique extrêmement restrictive, on va interdire les arômes, mais en même temps, ça n'aura un impact sur la mortalité, et notre légitimité, elle vient que si on réduit la mortalité et la morbidité, pas juste si on a un combat avec une dimension morale contre la nicotine, mais on aura un effet sur la mortalité dans 40 ans seulement, ou dans quelques dizaines d'années, si on concentre tout sur les jeunes. Pour réduire la mortalité, il faut s'adresser aux adultes qui fument aujourd'hui. C'est chez eux que la mortalité va arriver. Donc ce serait eux aussi la priorité. Et ça, il n'y a pas une réponse pour tous les pays. Il faut un débat national là autour, plus ouvert, plus large, avec cette volonté de consensus, cette capacité à faire un compromis, cette participation de tous pour arriver à des solutions consensuelles. Et la meilleure politique, eh bien, elle dépend du contexte. Elle ne pourra pas être la même aux États-Unis où ils ont pratiquement éliminé le tabagisme chez les jeunes. Il n'y a pratiquement plus de high school seniors qui fument, c'est à moins de 4%. Ils ont réussi à finir ça en 20 ou 25 ans, c'est terminé.
En France, vous avez 16%. En Suisse, vous avez 25% de jeunes de 18 ans qui fument. Ça ne pourra pas être la même politique dans ces pays-là. La politique dépendra aussi du niveau actuel de mise en œuvre des mesures de la Convention cadre de l'OMS, du niveau de l'influence de l'industrie du tabac. En Suisse, on a les sièges internationaux de Philip Morris, de British American Tobacco, de Japan Tobacco International. Ils sont là. Ça ne va pas être la même chose que s'ils n'étaient pas là. Ils sont très, très influents et très compétents. Ils sont très compétents et très actifs. Ce ne sont pas des amateurs qui font ça en plus de leur boulot. Ils sont des professionnels de l'influence politique. Leur action, leur recherche est centrée là-dessus. Vous avez à Neuchâtel, au bord du lac, le Cube, qui est un centre de recherche de Philip Morris. Visitez-le, ils sont au top de la science, mais c'est une science à but politique. Leur but, c'est de faire admettre IQOS aux États-Unis comme produit à risque réduit. Ils investissent massivement là-dedans. Donc, voilà, il faut connaître son adversaire aussi. Il faut lui parler aussi, parce qu'ils sont là. C'est pas comme si IQOS ne dominait pas le marché du tabac chauffé. C'est pas comme si IQOS n'était pas la première aide utilisée par les gens qui veulent arrêter de fumer en Suisse. Donc, c'est tabou, je le sais, je me fais pas des amis en disant ça, mais il faut que tout le monde se parle. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais vous dire. Et je vous remercie de votre attention. Bon, juste un mot pour vous remercier pour votre venue ce matin pour ce premier forum francophone sur la nicotine. Pour moi, le bilan est un petit peu mitigé, même si on a pu aborder énormément de sujets qui sont ultra intéressants, mais que nous connaissons sur le fond. Pour moi, c'est mitigé parce que justement, comme le disait Monsieur Ether, je pense qu'on a loupé de notre coup parce que c'est la culture du consensus et du compromis qui sera la clé de cette victoire contre le tabac. J'espère que s'il y a un deuxième forum l'année prochaine, ils accepteront notre invitation et qu'ils voudront bien venir discuter et débattre, parce que je ne pense pas qu'il y ait deux camps, un camp des gagnants et un camp des perdants. Il y a juste le camp des fumeurs qu'il faut essayer d'aider. Et je pense que en fait, ce forum, on l'a voulu pour ça. On l'a voulu pour essayer de faire avancer le débat et faire changer un petit peu les lignes. Voilà, j'espère que peut-être ils comprendront quelle était notre démarche, qui n'est pas celle d'essayer de gagner un combat, mais au contraire d'essayer d'ouvrir le débat, d'essayer d'avoir une discussion, d'avoir des échanges d'informations, des échanges de points de vue, mais qu'à l'arrivée, on puisse trouver des vraies solutions, parce qu'aujourd'hui, ces solutions, on les a, mais qu'elles puissent être mises en avant justement pour permettre aux fumeurs de quitter leur dépendance et éviter cette morbidité. Voilà. Les solutions, on les a, que ce soit la cigarette électronique, les sachets de nicotine, les patchs bien sûr et les chewing-gums, mais il ne faut pas oublier que la plupart des fumeurs ne se sentent pas malades et n'ont pas forcément envie de pousser la porte d'une pharmacie pour aller acheter un substitut qu'ils peuvent trouver demain dans le commerce. Voilà. Et aujourd'hui surtout, et depuis quelques années déjà. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous. Je remercie également la qualité de vos interventions, messieurs qui avaient fait une longue route pour venir nous voir et intervenir aujourd'hui. Et au nom de Nicotine World, je remercie tout le monde. Voilà. Merci à vous.